la même chanson. Donc Tommy est un vaillant, très courageux militant, parce qu'il a mis beaucoup de choses entre parenthèses pour son combat. Je vous rappelle qu'il est encore envoyé en prison. Il a sorti un nouveau documentaire qui est sur l'assassinat, vous savez, des petites filles à Southport, les gamines qui ont été égorgées dans une salle de danse. Donc ça c'est pareil, vous remarquerez que l'affaire est très bizarre avec un Rwandais, mais qui était un bon chrétien, comment ça se fait-il? Et au final on a tous vu ce que l'enquête l'a bien dit, qu'il était islamiste et qu'il voulait évidemment assassiner le maximum du monde. Donc ce documentaire est sorti au mois d'octobre. J'essaierai de vous le présenter, il est absolument exceptionnel parce qu'encore là, il y a encore un petit peu de bricolage si on veut, mais l'autre avec ses équipes maintenant c'est très très intéressant. Je le rappelle, pour avoir le droit de le diffuser, voilà comment il s'y est pris. Au mois d'octobre, il y a eu un grand meeting au centre de Londres. Quand je dis au centre de Londres, c'est au pied de Big Ben, c'est Trafalgar Square, c'est la Grand Roue. Et là, il y avait 50 000 personnes de réunies pour soutenir Tommy Robinson. Et en fin de compte, pendant que le meeting s'est arrêté, il y avait des écrans géants sur toute cette partie de la ville, et il a balancé son film d'1 heure devant tout le monde. Donc là, il n'y a pas eu de censure, il n'y a rien eu du tout. Ça a été vu, archi-revu. Donc pour ce coup-là, je pense qu'il va passer encore en procès, bien évidemment. Cependant, vraiment, je salue son travail. Ça fait 25 ans avec lui, et qui travaille très à dur. Je pense que M. Gollnisch sait ce que ça veut dire quand on parle du militantisme depuis des années et des années, et c'est extrêmement difficile. Je vais vous donner une petite lueur d'espoir avant de passer le micro. C'est qu'il me semble-t-il, je pense que vous ressentez la même chose, il y a quand même un léger souffle dans notre dos. Léger. Léger. C'est-à-dire que maintenant, on sent quand même que les gens comprennent et que le monde a compris un petit peu ce qui pouvait se passer pour nous. Donc c'est le moment de lever la tête. C'est le moment de marcher droit dans la rue. C'est le moment de lever le menton. Et quand je vous dis, c'est formidable que vous soyez venus. C'est formidable encore que des communes, et je pense qu'il y en aura de plus en plus qui n'oseront pas boycotter le film. D'abord, on est en période électorale, préélectorale des municipales, donc c'est très compliqué. Et ensuite, c'est à vous que je le dis, c'est-à-dire qu'il faut vous battre maintenant. C'est quand on a le vent un peu dans le dos qu'on commence à progresser. S'il y a des marins dans la salle, on est au Sable d'Olonne, il y a le vent des globes, c'est à ce moment-là qu'on hisse la voile. C'est pas quand il n'y a pas de vent. Quand il n'y a pas de vent, on reste un peu terré et on boutique nos affaires. Tandis que là, c'est le moment, je vous le dis à tous, d'assumer ce que vous êtes, d'assumer ce que vous avez envie de dire. Il y a la liberté d'expression, d'assumer son patriotisme, son nationalisme et son identité. Et c'est le moment de se dresser debout et de ne pas avoir peur en sortant et de traverser les lignes ennemies. Sans problème, ne vous inquiétez pas, on sera là, il n'y a pas de souci particulier. Mais ce que je veux dire, c'est pas à vous de courber les chines. C'est à eux. Voilà. Je passe la parole à M. Bruno Gollnisch qui va nous donner ses impressions sur le film. Peut-être Brigitte. Cher ami, je suis très heureux d'être ici, de vous remercier infiniment. J'avais prévu de vous faire une conférence très savante sur la liberté d'expression, avec des notes, des références, etc., que j'aurais du mal à étaler ici, je dois dire, et qu'après ce film magnifique mais terrifiant, je dis magnifique mais terrifiant, magnifique parce qu'il nous montre le combat exceptionnel d'un homme contre tous les pouvoirs établis, dans un pays qui est gangrené à tel point que je crains que la situation ne soit perdue. Je pense que c'est vraiment une situation terrible. La Grande-Bretagne est devenue la colonie de ces anciennes colonies, et avec un flux de personnes totalement hostiles en réalité à ce qu'est la civilisation britannique et qui ne rêvent que de prendre la revanche sur les Anglais. C'est en train aussi, il faut bien le dire, à un moindre degré, ce qui se passe dans notre pays, et c'est un motif d'inquiétude. Je dis magnifique parce qu'on voit le combat d'un seul homme pour la vérité,
Ça me fait penser à celui de Solzhenitsyn, par exemple, au temps du communisme. Ça me fait penser à celui de beaucoup de dissidents, je dois dire, à celui de Jean-Marie Le Pen, qui est un dissident que j'ai connu et qui en a pris quand même pas mal dans la figure, que l'on soit ou non d'accord avec toutes ses positions politiques ou avec tous ses propos. Alors, je suis désolé, mais j'aurais dû le dire à M. Beauvoisin, à ma charmante, magnifique hôtesse et amie, Madame Neveu, mais pour faire une conférence un peu savante, il faut que d'abord que je pose le micro, bon, et puis que j'ai un pupitre ou quelque chose, parce que, à moins que je parle sans micro, et je regarde mes notes debout, après tout, et je vais essayer de vous abréger tout ça. Voilà. Non, ça ira. Je pense qu'on m'entend, j'ai une voix qui porte. Voilà. Tout vient de voix qui sait attendre. Bon, c'est merveilleux. Et en plus... Voilà. Bon. Alors, rappelez-vous, comme ce film merveilleux a duré... Merci, enfin voilà. Comme ce film merveilleux a duré 2 heures, je vais essayer d'abréger considérablement mon propos et j'espère ne pas trop vous fatiguer. Voilà, il m'avait été demandé primitivement de parler de la façon dont on pourrait restaurer le statut international de la France. Vaste sujet qui était assez familier du fait que je m'occupe beaucoup en ce moment de géopolitique dans le cadre d'une association qui existe depuis 40 ans, qui a eu le tort de m'élire comme président, ce qui fait qu'elle est assez marquée politiquement. Il est vrai que ce n'étaient pas des gens d'extrême gauche. Hein. Bon. Donc, et puis finalement, compte tenu du thème général, j'ai bifurqué sur cette liberté d'expression. Alors, cette liberté d'expression, écoutez, il en a été question tout récemment, dans un discours qui a fait scandale, mais qui, je dois dire, moi, m'a beaucoup plu, c'est celui de James David Vance, le vice-président américain à Munich. Parce que toutes ses excellences étaient là et attendaient M. Vance sur ce qu'il allait dire sur l'Ukraine, etc. Il n'en a pratiquement pas dit un mot. Il a dit aux Européens, nous sommes amis, nous sommes alliés, nous défendons la même chose, mais quand même j'ai un doute, qu'est-ce que nous défendons exactement? Et il a eu l'audace légitime de dire que la principale menace pour la sécurité des Européens ne vient ni de la Russie ni de la Chine, mais elle vient d'eux-mêmes. Et le film de Robinson nous en donne une illustration éclatante. Le principal danger, c'est la lâcheté des Européens eux-mêmes. Et il a énoncé le recul d'un certain nombre de valeurs fondamentales, et en particulier de la liberté d'expression. Il a montré des libertés politiques. Il a évoqué l'annulation, j'ai noté, des élections présidentielles en Roumanie, qui est quelque chose d'extravagant. Au motif qu'il y a un outsider qui n'est pas pro-européiste et qui a réussi une percée absolument remarquable. Et alors on dit, ah oui, mais c'est parce que les Russes tweetaient là sur TikTok, enfin c'est quelque chose d'extravagant, ou parce qu'il était aidé de l'étranger, comme si les dirigeants roumains actuels n'étaient pas aidés à coups de milliards par l'Union européenne. Enfin bon, bref. Il a mentionné les commissaires européens qui ferment des réseaux sociaux sous prétexte d'incitation à la haine, on va en parler, des descentes de police chez dans des associations ou chez des personnalités qui s'étaient distinguées par leur critique du féminisme, la condamnation en Suède d'un homme ayant brûlé le Coran, la condamnation en Grande-Bretagne d'un homme qui avait prié silencieusement pendant 3 minutes à distance d'un avortoir,
des lettres du gouvernement écossais envoyées à tous les citoyens pour les prévenant que les propos racistes, etc., xénophobes, ça pouvait être puni même s'ils étaient prononcés chez eux en privé. Voilà. La censure pour désinformation des gens qui, au moment de la survenue de l'épidémie de coronavirus, avaient estimé que l'hypothèse la plus probable, c'était que ce virus fût échappé du laboratoire de virologie de Wuhan, où l'on faisait des expériences sur toutes sortes de souches extrêmement dangereuses, et ce qui est aujourd'hui admis généralement comme en fait l'hypothèse la plus probable, mais qui à l'époque était exclue, bannie des réseaux sociaux, si vous estimiez sur, que sais-je, YouTube, Twitter, etc., que si vous formuliez cette hypothèse, eh bien vous étiez immédiatement censuré et votre commentaire était effacé, vous étiez banni du réseau en question. Et enfin, il a cité évidemment le mépris des peuples et le cordon sanitaire, cette prétention d'exclure, et d'exclure d'ailleurs de la conférence de Munich, les représentants des partis patriotiques, au motif qu'ils déplaisent, mais ils sont quand même élus et représentent quand même des dizaines de millions de personnes. Et il a exhorté les dirigeants européens à ne pas avoir peur des peuples. Alors cette déclaration, que j'ai trouvée assez admirable aussi bien dans le fond que dans la forme, parce qu'elle a été, contrairement à ce que, au modeste exercice auquel je me livre devant vous, et elle a eu lieu sans note, avec une aisance extraordinaire, a été perçue comme une ingérence intolérable dans la vie politique de nos pays, comme si les journalistes français et étrangers en Europe s'étaient privés de donner leur avis sur les élections américaines et de dire à quel point Kamala Harris était une personnalité formidable, etc., et de faire sa propagande et de s'immiscer nécessairement dans la politique intérieure des États-Unis. Et il a conclu sur le célèbre mot de Jean-Paul II, « N'ayez pas peur ». Alors c'est vrai que cette liberté d'expression, elle est menacée chez nous. Et beaucoup de nos compatriotes ne s'en rendent pas compte. Elle est prévue dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 10, qui proclame la liberté d'opinion, la liberté de conscience et d'opinion. Nul ne sera inquiété pour ses opinions, même religieuses. Même religieuse est admirable. Ça a été promulgué par des révolutionnaires qui se sont empressés ensuite, un peu plus tard, de guillotiner ceux qui allaient à la messe des prêtres réfractaires. Donc une jeune femme taupin, mère de 5 enfants, je crois à Saint-Brieuc ou dans les Côtes-d'Armor actuelles, qui a été guillotinée devant sa maison parce qu'elle avait hébergé des prêtres. Alors comment se fait-il que des révolutionnaires se réclamant de la liberté d'opinion, de la Déclaration des droits de l'homme, et même des opinions religieuses, eh bien c'était facile, il suffisait de décréter que le catholicisme, c'était pas une religion, c'était du fanatisme. Alors contre le fanatisme, tout est permis. Mais c'est très exactement d'actualité. Vous savez, on nous dit, si vous êtes contre l'immigration abusive, et si vous pointez du doigt le fait, la surcriminalité qui existe dans certaines communautés étrangères sur notre territoire, on vous dit vous êtes raciste, vous n'avez pas le droit de dire ça. Et vous n'avez pas le droit de dire ça, pourquoi? Parce que le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Donc, ce que vous exprimez, c'est un délit, et par conséquent, vous ne devriez pas avoir le droit de le dire. Eh bien, on peut se demander si nous ne sommes pas dans une situation pré-révolutionnaire, car la législation n'a cessé d'évoluer dans le mauvais sens. Alors, je vous donnerai quelques exemples. Je vais en donner un peu long sur le reste, parce que si je vous fais l'histoire de la législation qui progressivement nous muselle, nous contraint au silence, peut-être pas vous, peut-être pas tout le monde au bar d'un comptoir d'un tabac journaux,
Et beaucoup de Français croient encore qu'ils peuvent dire ce qu'ils pensent. Mais pour le moment, si vous êtes une personnalité publique, un tant soit peu, un élu, un fonctionnaire, quelqu'un en vue, un titre ou un autre, les choses sont très différentes. Et vous ne pouvez plus vous exprimer librement sur un certain nombre de sujets. Et même si vous êtes un particulier, je vais vous donner un exemple. Un des motifs qui sert à museler la population, c'est le délit de discrimination. Vous voulez discriminer. Discriminer, c'est très mal. Hein? Et c'est un délit puni de 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende, article 225.1 à 225.4 du Code pénal. Et ça résulte de l'article 18 de la loi numéro 2022-401 du 21 mars 22. Vous voyez, c'est relativement récent, hein, cette discrimination. Alors, qu'est-ce que c'est que la discrimination? Eh bien, on vous dit, cette discrimination, si mauvaise, si abominable, si condamnable, toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de... Hein? Vous faites une distinction sur tel ou tel fondement, et c'est une discrimination, et vous tombez sous le coup de la loi. Sur le fondement de quoi? Accrochez vos ceintures, mesdames et messieurs. L'origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l'apparence physique, la vulnérabilité résultante de la situation économique, le lieu de résidence, le patronyme. Vous dites que le niche, ça ne me paraît pas très français, boum, correctionnel. Oh. Pas gentil pour les non-alsaciens, mais bon. De là à en faire. L'état de santé, la perte d'autonomie, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'âge, l'opinion politique. Ah, c'est formidable, hein? La discrimination en raison des opinions politiques, c'est punissable. Moi, j'aurais bien aimé bénéficier de ça. Hein? Et beaucoup de militants des formations politiques que j'ai fréquentées auraient, quand elles étaient patriotiques, nationales, auraient bien aimé bénéficier de cet article. Mais l'application de cette législation est tout à fait univoque. Bon. Alors, l'activité syndicale, les lanceurs d'alerte, les facilitateurs de lanceurs d'alerte, la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. Hein? Vous dites à quelqu'un qui vous parle chinois s'il réside ici, qui commence à essayer d'apprendre quelques rudiments de français, bon, vous discriminez. L'appartenance à une ethnie, à une nation, à une prétendue race, puisque la théorie, c'est que les races n'existent pas. Alors comment faire grief à quelqu'un de discriminer en fonction de la race, hein? Bon, bah oui, une prétendue race, et une religion déterminée. Autrement dit, il y a 25 cas dans lesquels, qui sont la vie, tout simplement, le monde, la société. Si vous faites une distinction, vous tombez sous le coup de la loi. Vous êtes discriminateur, discriminant, je ne sais pas comment il faut dire. Bon, c'est absurde. C'est absurde. La vie est discrimination. Il y a des discriminations, des distinctions qui sont justes, justifiées, et d'autres qui sont injustes. Et il faut dire lesquelles sont injustes. Quand un monsieur sait prendre une dame et que d'un commun accord, il lie leur destin pour la vie, il discrimine. En principe, la dame exclut les autres hommes, hein, de sa chambre à coucher, et normalement, le monsieur doit faire à peu près la même chose. Donc, on peut dire que la famille est fondée sur la discrimination. Les enfants aiment mieux, les parents aiment mieux leurs enfants que les enfants des autres, en principe. Donc, tout ça, si on prend ce texte à la lettre, c'est de la discrimination. Alors, me direz-vous, c'est pas très grave. Si, c'est grave. Parce que ça veut dire que c'est un arbitraire complet. C'est qu'il appartiendra au juge, en fonction de ses opinions politiques, de ses sympathies, il appartiendra aux adversaires,
hein, de dire si vous êtes dans le cas d'une discrimination illégale ou pas. Un autre motif d'inquiétude aussi sur la liberté d'expression, c'est la loi, l'article 24, tel qu'il est devenu, tel qu'il a été transformé par la législation, cet article 24 de la grande loi, cet article, pardon, de la grande loi du 29 juillet 1880, vous savez, la loi sur la presse, qui était une grande loi libératrice, mais qui a été chargée de tellement d'ajouts que finalement nous ne sommes plus libres de nous exprimer complètement. Et qu'est-ce qu'a créé cette nouvelle législation? L'incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination. Alors c'est non seulement la discrimination qui est condamnée, mais l'incitation à la discrimination. Et l'incitation à la discrimination, même si vous vous exprimez, non pas en violant la loi, mais en demandant son changement. Vous avez des militants du Front National, des candidats du Front National, qui ont été poursuivis parce que dans leurs documents électoraux, ils demandaient la préférence nationale. Ils demandaient que un certain nombre de prestations sociales soient réservées aux Français. C'est une distinction entre les Français et les étrangers, une distinction parfaitement légitime. La Constitution elle-même fait cette distinction, puisqu'elle réserve théoriquement aux Français le droit de vote, enfin plus tout à fait depuis Maastricht et autres, mais aux Français le droit de vote, et non pas aux ressortissants étrangers. Eh bien, que dit le site officiel de la République française? Vous pouvez regarder sur les moteurs de recherche, Google, etc. Vous tapez incitation à la haine, à la discrimination, à la violence, à la discrimination. Eh bien, on vous explique sur le site servicepublic.fr, je dis ça pour les internautes, c'est officiel, hein, qu'il ne faut pas confondre ce délit avec l'injure ou la diffamation. J'en suis bien d'accord. Et on vous donne comme exemple, l'exemple officiel de la République. Si vous traitez quelqu'un de peste, c'est une injure. Si vous traitez quelqu'un de repris de justice, et qu'il ne le soit pas en fait, c'est une diffamation. Mais, tenez-vous bien, si une personne fait un portrait très négatif de la religion de son adversaire, il s'agit d'une incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination. Autrement dit, vous faites un portrait très négatif d'une religion, et là on voit bien, par exemple, les critiques de l'islam, par exemple, bon, eh bien, c'est parce que c'est dans ces cas-là que ça va jouer. Si vous faites un portrait très négatif du catholicisme, rassurez-vous, il vous arrivera rien. Bon. Donc, eh bien, c'est susceptible de tomber sous le coup de l'incitation à la haine ou à la discrimination. Et dans ces cas-là, non seulement celui qui a proféré cette incitation, mais le directeur de la publication est également passible d'un an de prison, 45 000 € d'amende, etc. Ainsi qu'en théorie, dans notre loi, une école catholique ne peut pas faire de différence dans ses recrutements de professeurs, par exemple, entre un père de famille français honorable et catholique pratiquant. Elle n'a pas le droit de le préférer à un transsexuel athée venant d'un pays ressortissant d'un pays lointain. Or, distinguer, c'est vivre, encore une fois, les distinctions sont légitimes, nous devons avoir le droit de distinguer, et nous devons avoir le droit de porter des jugements moraux, des jugements sur notre société, des jugements sur l'histoire. Nous devons avoir le droit de porter des jugements critiques. Toute cette législation nous impose une dictature que j'ai du mal à définir, que j'appellerais la dictature de l'indifférenciation. Vous n'avez plus le droit de faire de différence. Et si vous n'avez plus le droit de faire de différence, vous êtes condamné à mort. Enfin, la société dans laquelle vous vivez, qui a ses particularités,
qui a son héritage, qui a ses valeurs, qui a sa culture, qui a son histoire, elle est condamnée à disparaître, et c'est sans doute le but, d'ailleurs, qui est poursuivi. Mais je n'exagère rien. Vous avez remarqué, par exemple, qu'à la télévision, l'ARCOM, cette autorité qui vient de supprimer la chaîne C8, l'ARCOM, sur laquelle il y aurait beaucoup à dire, impose par une réglementation qui est inconnue des Français, mais qu'ils voient sur leurs écrans, que dans toute publicité, il y ait de la diversité. C'est-à-dire qu'il faut montrer des couples mixtes. Alors je précise tout de suite que je n'ai rien contre les couples mixtes. Moi j'ai épousé, mon épouse, hélas décédée depuis 2 ans, était japonaise. Et donc mes enfants sont métis. Donc les couples mixtes je connais. D'ailleurs quand on me dit est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes un couple mixte? Je dis oui, on était mixte parce qu'elle était une femme et moi un homme. Et nos enfants sont métis par conséquent. Mais ce dont j'ai horreur, ce qui est insupportable, c'est le métissage obligatoire, c'est le matraquage quotidien. Vous, si vous avez un couple, une famille qui est présentée à la télévision, il y a, c'est généralement le monsieur d'ailleurs qui est d'origine africaine, hein, et la dame qui elle est peut-être gauloise, autochtone, indigène, je ne sais pas comment, franchouillarde, je ne sais pas comment il faut dire. Ou alors, il faut mélanger les orientations sexuelles. Pas par exemple, la société de lunettes Chris va vous présenter 2 jeunes femmes qui font dans un premier temps de l'alpinisme, et puis ensuite la compagne de l'une est présentée aux parents, voilà. Alors ça c'est très bien. Ça, il y a de la diversité. Alors le mieux, c'est encore quand il y a diversité, c'est le cas dans certaines publicités, que la décence m'interdit de nommer ici, mais vous avez le mélange à la fois racial et sexuel. Alors là c'est bon. Eh bien, vous n'avez, ça veut dire qu'aujourd'hui en France, mesdames et messieurs, parce que nos compatriotes ne savent pas ça, mais vous n'avez pas le droit de montrer à la télévision une famille, je vais dire pour simplifier, gauloise, hein, composée, normal, j'ose pas dire ça, si je dis normal, je tombe sous le coup de la loi. Hein. Bon. Alors je veux dire une famille gauloise composée d'un papa, d'une maman et de leurs enfants. Voilà. Est-ce que ça va comme ça? Oui, bon, j'ai dit ça pour la police. De la police, voilà. Ce métissage obligatoire est insupportable. Je précise que dans cette législation, il y a donc l'incitation à la haine, à la discrimination, à la violence. Alors je dis tout de suite que l'incitation à la violence, ça n'est pas nouveau. Et que l'incitation à la violence soit punissable, c'est tout à fait naturel. Nous avons vu dans le magnifique film de Tommy Robinson que ceux qui ont menacé sa femme, ses enfants, lui-même, etc., jouissent d'une totale impunité. Ce n'est pas l'un des moindres scandales de toute cette affaire. L'incitation, mais l'incitation à la violence, si je dis par exemple, il faut je ne sais pas, il faut aller jeter des pierres contre la maison de M. Bourget, de M. Brulard et de Mme Brulard, qui, pour leur plus grande honte, alors je précise tout de suite que je recommande une attitude totalement pacifique à leur égard, hein, qu'on ne méprenne pas. Vous avez le droit quand même de leur faire honte à ces 2 conseillers municipaux qui ne sont pas théoriquement de gauche, de se comporter comme les commissaires politiques soviétiques là, qui voulaient nous empêcher la tenue de cette réunion et la projection de ce film. Donc, je dis ça, parce qu'il y aura bientôt des élections municipales. Tâchez, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, de vous en souvenir. Mais alors, donc, l'incitation à la violence, c'est tout à fait condamnable. Hein. Si je dis qu'il faut tuer un tel, il faut blesser, il faut saccager sa maison, etc., que je sois puni, c'est normal. Mais l'incitation à la haine,
Parce que la haine, c'est un truc nouveau, ça, qui nous ont collé. Et qui est la porte ouverte à tous les arbitraires. Parce que la haine, c'est un sentiment. Alors, c'est un sentiment, certes, moralement répréhensible. Mais où commence, où finit la critique, fut-elle négative, et où commence la haine, hein? Si je dis, ce groupe de personnes-là, ils ne m'inspirent pas, je ne les trouve pas sympathiques, etc., est-ce que c'est de l'incitation à la haine? Et on voit bien l'arbitraire qui consiste, et je sais si je l'ai entendu dans les assemblées où j'ai siégé, à décréter que le discours de l'opposant, du dissident, des dissidents que nous sommes, est un discours de haine, et que le discours des marioles qui, par exemple, voulaient nous empêcher de tenir cette réunion, eux, c'est un discours d'amour, de justice et de charité, et le tour est joué. Et c'est de cette façon-là que l'on restreint nos libertés. Et cette manœuvre odieuse, elle a pour elle cette police de la pensée. Elle a sa police. Elle a sa police. Elle a ses juges qui sont formés pour ça. Elle a ses dénonciateurs, qu'on pourrait comparer aux sycophantes de l'Antiquité grecque, qui étaient des dénonciateurs professionnels, qui essayaient de faire condamner les gens et qui étaient payés précisément sur les biens confisqués de ceux qu'ils avaient réussi à faire condamner. Alors, les sycophantes, ce sont toutes ces associations prétendues antiracistes, le BRAP, la LICRA, etc. Moi-même, quand j'ai eu quelques problèmes, dont je vous dirai juste un mot, parce que l'on m'a accusé au cours d'une conférence de presse d'avoir porté atteinte à des dogmes sur la Deuxième Guerre mondiale, pour avoir dit en réalité que ces questions relevaient du débat des questions qu'on voulait me poser, par lesquelles on voulait me piéger, et on y a réussi d'ailleurs, parce que croyant dégager en touche, j'ai dit tout ça relève du débat des historiens. Ah, il a dit débat. On n'a pas le droit de débattre. Il y a une vérité révélée. Et hop, procédure, alors que mes propos étaient prononcés comme parlementaire dans ma permanence électorale, et non pas du tout dans mes cours à l'université. Procédure contre moi sous l'instigation d'un recteur déchaîné devant les instances universitaires pour me faire exclure de mon enseignement, procédure pénale devant le tribunal correctionnel, devant la cour d'appel, etc. Et contre moi, tout d'un coup, quantité d'associations, le BRAP, la LICRA, l'Union des étudiants juifs de France, qui depuis ont dû se rendre compte quand même que la véritable menace contre eux, c'était pas Bruno Gollnisch, hein, bon. mais c'est un autre sujet. Bon, SOS Racisme National, SOS Racisme Départemental, parce que ce sont deux personnes morales différentes, bon, etc. Et chacun a eu droit, en première instance, hein, à sa livre de chair, c'est-à-dire à 10 000 € de dommages-intérêts, parce que ces associations ont le privilège exorbitant, alors que nul en France ne plaide par procureur, hein, ces associations ont le privilège de se porter partie civile, de jouer le rôle de l'accusation. Et ceux qui ont à faire face à ce genre de poursuite, eh bien, ils se retrouvent avec 10 ou 15 associations qui sont des associations bénéficiant de subventions, qui n'ont que cela à faire, qui paient grassement des honoraires d'avocats spécialisés, et la malheureuse victime de ce harcèlement, qui n'a qu'un seul avocat, qu'un seul défenseur, est également submergé par ce flot d'accusateurs qui ne demandent pas de faire impression devant le tribunal, à supposer que le tribunal soit impartial, ce qui est très loin d'être toujours le cas. Bon, voilà. Et leur but, dans un premier temps, alors Robinson, lui, a fait de la prison, le but c'est de ruiner le dissident. Je vais, avant de conclure, vous donner 2-3 exemples quand même très éclairants. Christian Vannès, universitaire, député de Tourcoing, il était député RPR, bon, qui avait contesté la création justement de cette loi, ces lois qui ont été votées par la droite, pas seulement par la gauche. C'est notamment celle du 30 décembre 2004
qui crée entre autres la haute autorité de lutte contre les discriminations, parce qu'il y a un certain nombre d'organismes, de prébendes bien garnis pour tout un cénacle de spécialistes. Il avait été hostile, il avait vu la création d'un délit d'opinion. Ben, il n'a pas tardé à en être victime. Il avait une position réservée sur l'homosexualité. Alors moi je précise qu'en ce qui me concerne, ce qui se passe entre adultes consentants ne me concerne pas. Mais c'est vrai que peut-être je préférerais, j'ai été content plutôt que mon fils épouse une jeune fille charmante et que mes filles épousent mes gendres qui sont adorables. Bon, je ne devrais pas dire ça parce que c'est une discrimination. Et alors, Van Est avait dit, on l'avait interrogé sur l'homosexualité, il avait dit, oh écoutez, c'est peut-être une menace pour la survie de l'humanité. Je n'ai pas dit que l'homosexualité était dangereuse, j'ai dit qu'elle était inférieure à l'hétérosexualité. Si on la poussait à l'universel, ce serait dangereux pour l'humanité. Évidemment, oui. Bon, parce que la planète se porterait plus mal, je ne sais pas, mais bon, voilà. Incitation à la haine. C'est un propos critique, sans doute, légèrement critique. C'est un propos moral, un jugement moral qu'on doit avoir le droit de porter. Eh bien, M. Sarkozy a promis son exclusion, il a été de fait exclu du RPR. Il a été poursuivi par l'association Acton, par le syndicat national des entreprises gays. Vous ne savez pas que ça existe. Ah, ça vaut peut-être bien que le syndicat national des entreprises tristes, hein, mais enfin bon. Par SOS homophobie, etc. Eh bien, croyez-vous, mesdames et messieurs, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille en janvier 2006. Il a fait appel. Cet homme respectable a été condamné par la cour d'appel de Douai en 2007 pour injure publique envers un groupe de personnes en raison de leur orientation sexuelle. Voilà. Heureusement, ces jugements et cet arrêt ont été cassés par une cassation sans renvoi. C'est rarissime, comme moi d'ailleurs, oui, comme Dreyfus. Voilà. Ça m'a permis de donner une leçon de droit un jour à Mme Dati, qui est ancienne magistrate et ancienne ministre de la Justice, qui m'a dit la cassation sans renvoi, je ne savais pas que ça existait. Mais quand la Cour de cassation casse un arrêt de cour d'appel, généralement elle renvoie devant une autre cour d'appel pour que les faits soient réexaminés. Bon. Puisqu'elle ne peut pas elle-même statuer sur les faits, mais seulement sur le droit. Bon. Mais dans des cas très rares, et notamment ça a été créé à l'occasion de l'affaire Dreyfus, cette institution de la cassation sans renvoi, lorsque plus rien ne subsiste des accusations contre un prévenu, eh bien, lorsqu'elle estime qu'il n'y a vraiment plus aucune raison de renvoyer devant une autre cour d'appel, parce que le fondement même de l'accusation est faux, eh bien, elle peut casser sans renvoi. C'est ce qui m'est arrivé à moi aussi personnellement, précisément, je vous le disais, pour avoir, alors que des journalistes essayaient de me piéger au sujet d'une prétendue commission d'enquête sur le révisionnisme, le négationnisme, etc., à l'université de Lyon, laquelle avait été totalement blanchie des accusations injustes portées sur elle, essayait de me demander quelle était la différence entre les camps de concentration, les camps d'extermination, etc. Je dis, cela relève du débat des historiens. À dire, mais non, on ne peut plus débattre, il y a eu le procès de Nuremberg. Je dis, oui, mais enfin, depuis, si on s'en tenait au procès de Nuremberg, eh bien, le massacre de Katyn, c'est-à-dire l'assassinat de 11 000 officiers polonais, qui a été commis et reconnu récemment par les Russes, par les Soviétiques, sur ordre de Staline, eh bien, au procès de Nuremberg, elle a été mise sur le compte des Allemands. Bon, donc, j'avais porté atteinte au dogme. C'était abominable. Révisionniste, négationnisme, etc., etc. Eh bien, pareil, j'ai été condamné en première instance, et on appelle des jugements absolument extravagants, jusqu'à ce que la Cour de cassation fasse litière de tout cela. Je redis de mémoire le considérant Salvateur, considérant que M. Gollnisch a été poursuivi sur la base de bribes de réponses à des questions non précisées,
En français, ça veut dire un montage. Bon. Virgule. Et qu'en outre, même ainsi formulé, ces réponses ne tombent pas sous le coup de la loi, par ce motif, casse, annule, toute poursuite, dit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer devant une autre juridiction, etc. Mais, bon, très bien, bravo. Mais en attendant tous les préjudices que j'ai subis, d'ordre matériel, d'ordre moral, d'ordre professionnel, aucun, et sans compter l'angoisse, sans compter la douleur de mes proches, qui ont vécu évidemment ces ordalies en même temps que moi, partager mon inquiétude, etc. Donc bien tout cela n'a donné lieu à la moindre compensation, et la plaisanterie avait duré 5 ans. 5 ans, voilà. Bon. Mais je termine par deux derniers exemples, et ensuite je vous laisserai quitter cette salle. Jean-Marie Le Pen, encore une fois, donc personnellement j'honore la mémoire, mais on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'il a dit. Mais il a fait l'objet de condamnations. En fait, elles sont mentionnées, il a gagné 5 fois plus de procès qu'il n'en a perdu. Il faut le savoir, parce qu'il a été l'un des hommes les plus diffamés, évidemment, de France. Mais je vous donne un exemple de ces condamnations. Un jour, il est interrogé par le journal Présent sur le réchauffement climatique. Et il répond en gros qu'il croit qu'il y a un réchauffement climatique, mais qu'il ne croit pas que ce soit forcément d'origine humaine. Et pourquoi croit-il au réchauffement climatique? Eh bien, il dit, parce qu'il y a la rétractation des glaciers, et puis la progression des déserts. Et il ajoute, et songez évidemment aux conséquences économiques et sociales. Par exemple, dit-il, les Arabes, je dis textuellement, les Arabes sont agriculteurs, artisans, négociants, le désert progresse, ils se font pirates barbaresques. Incitation à la haine. C'est le contraire de l'incitation à la haine. Il évoque un des plus graves crimes contre l'humanité qui ait été connu par les gens d'au-delà de la Méditerranée. Il y en a quelques-uns à leur actif, hein, quand même. La piraterie barbaresque, les enlèvements de femmes, d'enfants, les destructions de villages, les pillages, etc., sur les côtes de Provence et autres. Et la piraterie barbaresque, et il dit en somme, il les dédouane un peu. Il dit c'est pas tout à fait leur faute. C'est que comme il n'y avait plus de possibilité de cultiver le blé, alors que l'Afrique du Nord était le grenier à blé de l'Empire romain autrefois, eh bien c'est sans doute un des facteurs qui les a conduits à la piraterie. Autrement dit, il ne dit pas c'est parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils sont génétiquement mauvais, etc. C'est l'inverse. Son explication, elle aurait été ratifiée par Karl Marx, qui ne voyait dans l'histoire que des causes économiques. Elle aurait été ratifiée par Montesquieu, qui pensait que tout venait tous les comportements des sociétés venaient du climat déjà. Hein. Eh bien non, il a été condamné pour ça. Autre exemple, les Roms envahissent illégalement la promenade des Anglais à Nice, la plus célèbre artère de Nice. Bon. Il dit cette présence est à la fois urticante et odoriférante. On dit ça sent pas bon et ça c'est quand même pénible. Eh bien condamnation, vous n'avez, je dirais d'une certaine façon, on ne fusille pas, on ruine des réputations, on ruine des gens, mais c'est pire que sous l'occupation. Même sous l'occupation, il va mieux pas dire du mal des Allemands, mais on n'était pas obligé d'en dire du bien. Voilà. Tandis que là, vous avez les Roms occupent illégalement la promenade des Anglais, et si vous êtes du mauvais bord, hein, si vous êtes un dissident, ben, la seule chose que vous ayez le droit de dire, c'est bravo, c'est très bien. Dernier propos, si c'est à propos des comportements des voyous des banlieues, en les croisant bientôt, si ça continue comme ça, on devra baisser les yeux et descendre le trottoir. Et là, l'auditoire qui entend dire ça, dit mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas chez nous. Du moins dans beaucoup de quartiers. La condamnation. Alors dans ces conditions, comment... Alors, le citoyen ordinaire, lui, encore une fois, il peut tenir ses propos, ce genre de propos,
sur le zinc, hein, sur le bar, sans qu'il lui arrive rien. Et encore, pas toujours, et encore, pas toujours. Mais ces propos sont bannis. Il ne se rend pas compte que cette situation aboutit à bannir du champ politique et judiciaire toute critique de la situation que nous connaissons, et notamment de l'immigration massive incontrôlée, de ses conséquences, de la poussée de l'islamisme, etc., comme l'a très bien montré Tommy Robinson par cet enchaînement de complicité et de lâcheté de la classe politique, de la classe médiatique, des fonctionnaires et même de la police. Bon. Le dernier en date, Jean-Yves Le Gallou, député européen, énarque, très grande figure intellectuelle, ce 18 février, hein, c'est-à-dire il y a une semaine à peine, bon, un peu plus d'une semaine, a comparu devant le tribunal correctionnel. Pourquoi? Parce qu'il a critiqué une décision du juge administratif Florence Nicolic qui avait suspendu l'expulsion de l'imam islamiste Hassan Iquissen. Bon. Et Le Gallou avait critiqué cette décision et s'était interrogé également sur les motifs de la juge. Est-ce que ce sont des motifs d'ordre juridique? Est-ce que ce sont... Bon. En commentant et en critiquant ce jugement, il avait exercé son droit à l'information et au débat public. Car enfin, les jugements sont rendus au nom du peuple français. Et par conséquent, il est tout à fait légitime que le peuple français donne son avis sur un certain nombre de décisions où il est heureux, non pas du tout pour exercer sur eux quelques représailles que ce soit, je le reprécise s'il en était besoin, mais que l'on sache qui a pris cette décision, qui a pris la décision de relâcher cet assassin, qui a pris la décision de faire revenir cet islamiste anti-français, etc. Et son avocat, Maître Triomphe, a prononcé une défense remarquable au nom de la liberté d'expression, de la responsabilité des juges quant à leurs décisions et du refus de l'application idéologique du gouvernement des juges. Une dernière observation, c'est qu'il n'y a pas évidemment que la pression judiciaire. Il y a la pression psychologique, on l'a bien vu dans l'affaire Robinson. Il y a la pression psychologique, il y a la pression médiatique, il y a toutes sortes de facteurs qui s'exercent. Et notamment, lorsque vous êtes un dissident, comme autrefois en Union soviétique, on sera porté à vous disqualifier en vous déclarant fou ou en vous déclarant complotiste, n'est-ce pas? Et notamment le label psychiatrique. Par exemple, vous trouvez qu'il y a trop d'immigration en France, vous êtes xénophobe. Alors, phobe, ça connote phobie, hein, ça veut dire qui déteste, qui a horreur d'eux en grec. Mais les phobies, c'est une maladie nerveuse, c'est une maladie mentale, les phobies. Vous pouvez, il y a des gens qui ont des phobies, tout ça, incontrôlées. Donc, vous êtes xénophobe. Si vous préférez que votre fille vous présente un garçon, ou inversement, eh bien, vous êtes homophobe. Et ainsi de suite. Si vous trouvez que Mademoiselle Julie serait plus attrayante si elle pesait que 60 kg au lieu de 90, vous êtes grossophobe. Voilà, ça peut se décliner. Voilà, mesdames et messieurs, quelques exemples que je voulais vous donner. Alors, que faut-il faire? Eh bien, sur le plan législatif, c'est extrêmement clair, c'est extrêmement facile. Il faut en revenir au texte initial de la grande loi du 27 juillet 1881, la fameuse loi sur la presse, qui a établi chez nous un régime de liberté, sans contrôle, sans censure préalable, qui ne reconnaît comme délit d'opinion que deux délits: l'injure, qui est l'imputation d'un terme qui est de mépris, qui est l'expression d'un terme de mépris ou d'invective ne comportant l'imputation d'aucun fait, voilà, salaud, peste, comme le donne l'exemple officiel, bon,
ça c'est de l'injure, ou la diffamation, qui consiste à porter atteinte à la probité ou à la réputation, à l'honneur ou à la probité d'une personne, et par là donc à sa réputation, sous la réserve encore, car vous pouvez vous exonérer de l'accusation de diffamation par l'exceptio veritatis, l'exception de vérité. Oui, j'ai dit que M. Durand était un voleur, mais si j'ai dit que M. Durand était un voleur, je le prouve, c'est qu'il a tapé dans la caisse, voilà, de tel jour à telle heure et dans telle circonstance. Voilà. Donc l'injure et la diffamation doivent être les seules limites à la liberté d'expression. Il nous faut récupérer toutes les libertés qui ont été progressivement reniées par des ajouts successifs, votées aussi bien par des politiciens de gauche que par des politiciens de droite, qui croient, qui se tardent de faire œuvre de justice, d'amour et de charité, et veulent nous faire croire que nous vivons dans un monde de bisounours où nous serions interdits de toute critique. Eh bien, ce n'est pas le cas, et je termine en disant très simplement, vive la liberté et vive la liberté d'expression. Merci encore à M. Beauvoisin, à l'association amicale des anciens combattants qui est notre hôte, et bravo pour votre courage et l'intérêt que vous montrez pour la chose publique, sinon vous ne seriez pas là. J'aime beaucoup je vais peu au Sable d'Olonne, mais j'y ai beaucoup d'amis. Madame Bello, veuve de mon ami de faculté Pierre Bello, qui a été journaliste au Point, qui était directeur de la rubrique internationale. Ils avaient une maison, elle a toujours une maison, un appartement au Sable d'Olonne. Le juge Gallo, qui a été votre maire, qui est un vieux camarade de faculté, mai 68, 67-68, ma première année de fac. Lui, il était déjà depuis un an, et qui a été à la faculté des lettres très courageusement, un peu l'anti-Cohn-Bendit, dans un climat effroyablement tendu, où les gauchistes faisaient régner la violence. Et dans la même équipe, il y avait Marie-France Charles, devenue Marie-France Thirois, notre courageuse députée, malheureusement décédée aujourd'hui, comme d'ailleurs son mari Jean-Pierre, accidentellement, pour ceux des plus anciens qui s'en souviennent. Et également Patrick Buisson, dont les décédés à Noël dernier, et aux obsèques duquel j'étais, et qui était lui aussi un très bon ami de faculté. Comme quoi, en mai 68, il n'y avait pas que des gauchistes. Et ceux qui ne l'étaient pas, il y en a beaucoup qui sont réfugiés au Sable d'Olonne. Voilà. Merci beaucoup, M. Lely. On peut l'applaudir. Une très belle conférence sur la liberté d'expression. J'en profite pour saluer et remercier les équipes de sécurité qui ont très bien travaillé à l'extérieur. Nous avons pu faire cette conférence en toute sécurité grâce à eux. En l'occurrence, je remercie aussi la police nationale, la préfecture qui a aussi évidemment joué un rôle pour la bonne tenue de cet événement, bien évidemment. Et je vous invite au verre de l'amitié. Nous avons un gros bar, nous avons des verres à vous proposer et nous trinquons ensemble. Je vous dis merci encore à tous, continuez le combat et à très bientôt. Merci. C'est ta bouteille? Oui. Bon, bah, tu vois.